Avec cette vidéo commence maintenant une histoire de la batterie française qui ne risque pas d'être oubliée avant longtemps. Les photos suivantes ont un rapport intéressant à la navigation du centre industriel de Molisson au centre de la France. Un canal d'une longueur de 261 km a été construit jusqu'à la Loire. Sa construction a débuté en 1830 et seulement en 1850 le reliait au canal latéral à la Loire à Marseille-les-Aubigny. À cause de sa largeur restreinte, il ne pouvait être utilisé que par des petits bateaux. Ceux-ci du type Molisson avaient une longueur de 27,50 m et une largeur de 2,62 m. Ils étaient munis de deux gouvernails à barre comme présenté ici sur ce modèle. Ces petits bateaux légers étaient tractionnés par deux mulets, quelquefois aussi à bras d'homme. Chargés à l'enfoncement du canal du Berry, c'est-à-dire sur 1,50 m, ils avaient une capacité de 80 tonnes. Sur le réseau Fraissinet, avec un enfoncement de 1,80 m, ils chargeaient 120 tonnes. Leur construction prédominante était en bois de chêne, poids vide 20 tonnes. Près de 5000 unités étaient enregistrées à Bourges et Nevers. Le canal de Berry a été fermé définitivement à la navigation en 1955. Les derniers bateaux de ce type ont été vus dans les années 1963. Actuellement, en divers endroits, le canal est restauré pour la navigation de plaisance ainsi que plusieurs biefs sur le Cher. Le bateau Océanor montré sur ce modèle a été déchiré. La proue et la poupe de l'original sont conservées au musée de la batellerie de Conflans-Sainte-Honorine, près de Paris. Dans les années 1850, le salaire de l'éclusier n'était guère élevé. La maison de celui-ci était sans confort moderne, c'est-à-dire sans électricité, ni eau courante, ni WC. Ce dernier se trouvait dans la cour. L'eau était puisée dans un puits situé au jardin. Par contre, il bénéficiait autour de la maison d'un terrain assez important où il pouvait cultiver ses légumes et arbres fruitiers. Sur l'aire de l'écluse, moutons, chèvres et toute une base cour pouvaient s'y battre et trouver nourriture. Bien souvent, il touchait de la part de l'administration sa part gratuite de bois de chauffage qu'il sciait à la main. Ne payant pas de loyer, même avec son salaire peu élevé, il subvenait bien à ses besoins. Les bateaux de ce type ont été construits principalement dans le centre de la France. Ce type était également fort prisé sur le réseau Fraissinet dans le cas où le client n'aurait besoin que d'un faible tonnage. La société Pernod Apéritif avait également à ses services un berrichon qui faisait le trafic entre Paris, Ivry et Molisson. Sur son parcours, le canal du Berry avait beaucoup de ports de chargement et déchargement, tuileries, aciéries, ports à bois, matériaux de construction, etc. La photo à l'arrière-plan de l'écluse est une réalisation fantaisiste. Point intéressant à mettre en évidence, l'arrière-grand-père de François Mitterrand, ancien président de la République française, fut en effet marinier du Berry, et il termina sa vie comme éclusier à l'écluse de Rouaron. Voici quelques photos et documentations sur les bateaux baquets de Charleroi. Le premier baquet a quitté Charleroi le 22 septembre 1822, chargé de charbon pour Anvers. Leur caractéristique était 19,50 m de longueur sur 2,63 m de largeur, 70 tonnes sur 1,80 m d'enfoncement. Ce canal était très important pour l'économie belge. De Charleroi à Bruxelles, le canal du type baquet avait une longueur de 75 km et 55 écluses. Le bateau Thalassa est tractionné ici par deux chevaux. Le charretier et ses chevaux avaient de longues journées de travail. Tôt le matin, vers 4 heures, commençait le travail à l'écurie afin de faire boire et manger les chevaux. Vers 6 heures, on se mettait en route avec le bateau et vers midi, on s'arrêtait pour 1 heure de repos. Les heures de marche quotidienne duraient jusqu'à 16 heures. Le bateau Thalassa a une capacité de 14 kg sur 7 cm d'enfoncement. En grandeur nature jusqu'à 275 tonnes pour un enfoncement de 1,80 m. Longueur 38,50 m, largeur 5 m. Leur construction était surtout faite en bois de chêne.
Le bateau Thalassa entre dans l'écluse, avalante. Les péniches en bois étaient utilisées de 1850 à 1950. Les derniers de ce type ont été vus dans les années 1960. Des millions de tonnes de marchandises furent ainsi transportées sur ces canaux. Il existe encore aujourd'hui 8000 km de canaux et rivières navigables. Le constructeur des canaux du réseau Fraissinet était Charles de Saulles de Fraissinet. Il fut ministre des Travaux publics de 1877 à 1879, 4 fois président du Conseil entre 1879 et 1892. Il attacha son nom à la réalisation d'un programme de grands travaux ports, canaux et chemins de fer. Ce modèle d'un canal du réseau Fraissinet était installé dans mon jardin à Cons. Le canal avait une longueur de 25 mètres et le lit du canal avait seulement 50 cm de largeur. Cela doit représenter un canal avec tunnel, écluse et port. Jadis, on pouvait faire ici provision de foin, d'avoine, d'articles de marine, ainsi que de produits d'épicerie. Le foin est monté et entreposé au grenier. Voici une pompe à main et le logement d'une péniche en bois daté 1850. Ici, c'est le repos après une journée de travail. Les chevaux sont montés à l'écurie, placés au centre du bateau. Mais la journée de travail n'est pas encore terminée pour le marinier, si par exemple une péniche en bois n'est pas tout à fait étanche. Il faut encore, avec une pompe à main, pomper l'eau qui s'était infiltrée. Les pompes à moteur n'existaient pas encore à cette heure-là. Le soir, à l'arrêt, ce panier fut rempli de son et par ce moyen on étanchait l'eau sous la bordaille du bateau. Les mariniers avaient de longues et dures journées de travail. Nos aïeux ont pu voir tous les jours ces aspects de la vie batelière sur des canaux et rivières de France. À partir de 1927, la traction à l'aide des chevaux commence à décliner. Dans le centre de la France, où le bateau moteur Germania a encore rencontré en 1963 des bateaux tractés par des chevaux. De 1863 à 1874, mis en service des remorqueurs à manège sur chaîne noyée et désignés dans le pays sous le nom de rougaillou. L'impulsion était donnée par 6 ou 8 chevaux qui se trouvaient dans le bateau sur une plateforme spéciale. En 1874, suppression du remorqueur à manège et remplacement par un toueur à vapeur de 20 chevaux. En 1910, suppression des toueurs à vapeur remplacés par des toueurs électriques représentés sur cette vidéo. La péniche Thalassa est tractée ici par une machine électrique. Le 27 mars 1927, la Compagnie générale de traction sur les voies navigables, ayant son siège à Compiègne, prenait le monopole de tractionner des péniches sur les voies navigables du nord de la France. Après 1955, la plupart des bateaux furent équipés d'un moteur. Le 1er octobre 1970, la CGTVN a cessé ses fonctions, après la motorisation des derniers bateaux ou leur arrêt définitive.
Les tracteurs électriques roulaient sur rail et prenaient le courant sur une ligne aérienne de 600 volts au moyen d'un câble et rouleau visible ici. Ce fut une grande satisfaction pour les mariniers de pouvoir quitter la traction et d'être autonomes. On peut encore admirer ces tracteurs électriques à Toul au port de Plaisanciers. La machine pèse entre 8 et 10 tonnes. Sur toutes les rivières et tous les canaux, la CGTVN était propriétaire de 1893 tracteurs électriques, 500 tracteurs diesel et quelques Lance Bulldog pour 3280 km. La réparation des berges se faisait sans aucune aide technique. Voici la statue de Saint-Nicolas, patron des bateliers, qui protège aussi les enfants et les marins. Café de la Marine où l'on se rencontre pour discuter sur le métier et travail tout en dégustant un petit rouge ou une canette de bière. Aux bourses d'affrètement appartenant à l'ONN, les transports sont offerts à prix fixe au système tour de rôle. La flotte sarroise naviguait presque uniquement en France. En Sarre, il n'y avait que 20 km de rivières navigables. D'après le traité de la Sarre du 22 décembre 1956, les mariniers sarrois avaient les mêmes droits que leurs collègues français en ce qui concernait l'affrètement en France. Les bateaux belges, hollandais et luxembourgeois n'ont pas reçu les mêmes droits que les mariniers français. Vous voyez ici le bateau modèle Germania construit d'après mon bateau avec lequel j'ai voyagé toute ma vie sur les voies navigables en France, Allemagne, Belgique et Pays-Bas. Ce bateau a été construit en tôle d'acier. Il fut mis en service comme bateau tractionné sous le nom de Germania. Il avait 38 mètres de long, 5 mètres de large pour un tonnage de 312 tonnes. Le bateau a été tracté en 1927 par des chevaux, plus tard par machine électrique. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il fut réquisitionné par l'armée allemande. À la retraite des troupes allemandes sur le Rhin, le Germania fut coulé avec 12 autres bateaux à Ketsch sur le Rhin au kilomètre 407. Après l'armistice, le bateau a été renfloué et après réparation remis en fonction comme bateau tractionné par machine électrique sur les canaux de France. Il fut motorisé en 1957 et s'appela dorénavant MS Germania. C'était pour le patron du bateau une grande progression. La lente et fatigante traction était enfin terminée.
Le déchargement du blé et autres marchandises en vrac se fait encore aujourd'hui à l'aide d'une grue ou d'un tube d'aspiration. Ici, le sable est chargé par bande transporteuse, nommée aussi tapis roulant. Le bateau modèle Germania entre ici dans une écluse vers l'amont. La différence de niveau d'eau entre amont et aval de l'écluse se mesure 12 cm sur cette maquette. En grandeur originale, une manœuvre d'éclusage est complètement faite à la main et dure de 10 à 15 minutes. La différence de niveau d'eau est de 2,50 m à 3 mètres. Des écluses de ce genre sont toujours en service sur le canal Rhône-Rhin. De Mulhouse à Saint-Symphorien, sur une longueur de 220 km, il faut passer 112 écluses. Cette section de canal sera transformée pour bateaux à grand gabarit avec 24 grandes écluses. Après sa mise en service, les grandes unités pourront aller directement de la mer du Nord à la Méditerranée. La liaison Rhône-Rhin devrait être terminée vers l'année 2015. L'entrée du souterrain de Mauvage avec un train de remorque. Ici, sur ce modèle, il est montré comme il existe encore aujourd'hui. Photo originale de 1989 du souterrain de Mauvage. Sa longueur est de 4877 mètres. Sur les canaux de France, il existe beaucoup de souterrains que les bateaux doivent emprunter. À cause des gaz d'échappement, il est interdit de faire tourner le moteur pendant le passage des tunnels. Les bateaux sont tirés par des tueurs électriques. 6000 mètres de chaîne reposent ici au fond du canal de la Marne au Rhin. Le tueur se tire lui-même au moyen de 2 câbles et 2 rouleaux. Le tueur peut ainsi tirer jusqu'à 10 bateaux, avec un tonnage total de 2500 tonnes. Le passage 2 fois par jour dans les 2 sens est garanti à ce jour. Dans les années 60, jusqu'à 30 bateaux passaient journellement, et à ce jour, 1 ou 2 seulement. Le canal de la Marne au Rhin est l'un des plus beaux de France, débutant à Vitry-le-François et se terminant à Strasbourg. Sur une longueur de 314 km, il faut passer 155 écluses et le plan incliné à Artwiller.
Dans cette maison réside le conducteur des voies navigables. Il y a son bureau et un garde pour surveiller la section des voies navigables placée sous son autorité. Ces maquettes sont des coproductions françaises, allemandes et belges. Elles ont été construites avec beaucoup de plaisir et d'amour envers notre métier. Par leur travail et leur même destin, les mariniers de la Sarre et de la Moselle se sentaient très liés avec leurs collègues de France, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Ils étaient très liés entre eux au vrai sens du mot, au même remorqueur. Ainsi, les mariniers contribuaient déjà au siècle dernier, avant même que la politique s'en préoccupe, à réaliser une Europe unie. Le bateau Helena dans l'écluse manœuvre montante. Cette entrée du tunnel est une construction fantaisiste. Des roches, pierres et sources qui acheminent l'eau vers le canal. Les 3500 km de canaux sont alimentés en eau par des sources et des petites rivières. Photo originale de 1990. Le pont Riqueval se situe sur le canal Saint-Quentin, canal de liaison du nord de la France à Paris. Ce canal débute à Cambrai et se termine à Chauny. Sur une longueur de 92 km, 35 écluses doubles et 2 tunnels séparés de 7 km. Le canal fut inauguré en 1810. Les 6 premiers mariniers qui ont traversé le souterrain de Riqueval étaient des Flamands, avec un chargement de charbon pour Paris. À leur arrivée, ils furent fêtés pendant plusieurs jours. De 1810 à 1863, ce souterrain avait pour fonction le halage assuré par 7 à 8 haleurs. Il fallait de 12 à 14 heures pour franchir le grand souterrain de 5170 mètres. Les haleurs marchaient sur les banquettes établies à l'intérieur des souterrains. Le halage était assuré par des chevaux appartenant aux mariniers ou à des charretiers au long jour. Entrer dans le souterrain de Riqueval avec tueur sur chaîne noyée. Le poids du tueur est de 50 tonnes, 23 mètres de long, 5 mètres de large et un enfoncement de 1 mètre. Vers les années 60, un train de remorquage avec 50 bateaux avait une longueur d'environ 2300 mètres. Sa vitesse était 2 km/h. À ce jour, un train de remorquage n'est composé que d'un bateau et un plaisancier. En 1961, 80 bateaux environ empruntaient ce tunnel, ce qui représente annuellement 28 895 bateaux. Après l'inauguration du nouveau Grand Canal du Nord en 1965, le trafic fluvial a sensiblement diminué. En 1970, il passait encore 15 382 bateaux et seulement 4 146 aujourd'hui. Le passage est garanti dans les deux sens 2 fois par jour. Les plans de la grande navigation avec passent aussi partiellement sur l'ancien canal de Saint-Quentin en direction de Paris. Il est possible que l'ancien canal soit conservé pour les plaisanciers.
Ici à Manières, nous déchargeons 250 tonnes de soude en vrac à destination d'une verrerie. Le marinier Pierre des Carpenteries était propriétaire du bateau Nadia. Il a abandonné son métier 12 ans avant la retraite. Les bateaux de ce type se nommaient Grand Numéro. Ils étaient construits dans des chantiers allemands à titre de dommages de guerre, 1914-1918 pour la France. 639 bateaux sont ainsi mis en service. Ici, deux bateaux à modèle réduit se rencontrent au pont de Riqueval. La largeur des canaux est suffisante pour que deux bateaux puissent se croiser aisément. Cette grue en modèle réduit a été construite par Pierre des Carpenteries de Mex. À l'origine, cette grue était stationnée au port de Brebach, près de Sarrebruck. Ici, on décharge du colza d'un camion dans le trémie. Il est transporté à l'intérieur des silos où il sera pesé puis rechargé dans le bateau. Des milliers de tonnes de colza sont ainsi transportées et exportées chaque année par bateau, camion et chemin de fer vers d'autres pays. En France, il y a beaucoup de silos semblables à celui-ci. Le plus grand silo est à Rouen. La société Sika Ucasel avec une capacité de 500 000 tonnes, transit annuel 600 000 tonnes. Les récoltes annuelles sont d'environ 61 millions de tonnes de céréales et produits agricoles. Les stations les plus importantes pour les transports dans l'arrière-pays sont les ports de mer de Rotterdam, Amsterdam et Anvers, qui sont les trois plus grands ports d'Europe avec un transbordement total de 400 millions de tonnes par an. Bateau Helena déchargeant du colza par tuyau aspirateur. De 1970 à 1985, après motorisation de toute la batellerie, il avait de nombreux voyages à effectuer. 1973, année record. Plus de 108 millions de tonnes de marchandises et plus de 500 000 voitures à Paris ont été transportées. Après cette date, le déclin commence lentement, entraînant le déchirage de nombreux bateaux. En Sarre, en 1950, on enregistrait 180 bateaux et seulement 30 en 1993. Après la restructuration de la batellerie en 1990, l'Allemagne a procédé au déchirage de 227 unités d'une capacité totale de 174 140 tonnes. En France, il existait encore plus de 15 800 bateaux en 1940. Il en reste environ 1800 en 1993. Au Luxembourg, 57 bateaux en 1947 et 3 seulement en 1994. Quand la dernière jonction Rhin-Rhône pour les bateaux à grand gabarit sera terminée, une jonction directe sera établie entre la mer du Nord et la Méditerranée. La navigation avec les bateaux type Freycinet appartiendra au passé. Les petites boutiques et autres magasins ont déjà fermé leurs portes à cause de la récession de la batellerie. Une tradition de 150 à 180 années s'achemine lentement vers son déclin.
En Angleterre, des canaux analogues ne servant plus qu'à la navigation de plaisance. La corporation batelière jadis si prospérée disparaît peu à peu. Elle a été refoulée par l'évolution technique et la construction des grandes unités liées avec un grand besoin de capitaux. En Sarre et en Moselle comme en France, Belgique, il ne reste plus que quelques familles qui continuent la tradition avant que les derniers vestiges ne disparaissent. Le remorqueur vapeur à aube Rapkarcher 6 Emil Kirdorf fut construit en 1922 sur le chantier Germania à Kiel. Moteur à vapeur 3 cylindres, 1350 chevaux, équipage de 13 hommes. Ce remorqueur a été coulé en juin 1945 pour effet de guerre, et plus tard découpé au chalumeau. Un autre remorqueur à aube, Oscar Hubert, a pu éviter le déchirage. On peut le retrouver aujourd'hui comme musée flottant à Duisbourg-Urort près de la Bourse. Au temps du remorquage sur le Rhin et sur les autres rivières et canaux d'Allemagne, le voyage débutait chaque matin par 3 fois 3 coups de cloche. Les mariniers commençaient leur travail journalier par un merci à Dieu et ses paroles au nom de Dieu. Cette tradition a été poursuivie en Sarre jusque dans les années 1970. La grande-duchesse Charlotte de Luxembourg, le président Charles de Gaulle de France et le président Dr Heinrich Lübke d'Allemagne fédérale ont inauguré la navigation à grand gabarit de la Moselle entre Thionville et Coblence. Ici, c'est l'écluse de Trèves sur la Moselle. Après l'ouverture de la Moselle à grand gabarit de 1964 à 1993, 350 770 bateaux ont été éclusés. À toutes les écluses de la Sarre et de la Moselle sont installées des centrales hydroélectriques marchant continuellement. 4 turbines par centrale mettent en marche le générateur. L'énergie électrique ainsi gagnée est transmise dans le réseau électrique RVE. En temps de crue ou de sécheresse, les turbines sont arrêtées. En cas de sécheresse, l'eau doit passer sur les barrages pour alimenter la rivière en oxygène. Les centrales hydroélectriques de la Sarre et de la Moselle produisent annuellement 950 millions de kWh d'énergie, favorable à l'environnement. Cette énergie suffit pour alimenter 240 000 ménages en électricité, ce qui équivaut à la consommation annuelle d'une grande ville comme Stuttgart qui a une population de 600 000 habitants ou, pour rester dans notre région, plus d'électricité qu'il n'en faut annuellement pour toute la région de Trèves. La Moselle est le second affluent du Rhin. Elle est la rivière d'Allemagne la plus menacée par ses crues. Elle a une zone de pluie de 28 857 km² et à la suite de très fortes pluies, son niveau peut monter jusqu'à 4 mètres en une nuit. Le 21 décembre 1993, la côte de crue s'élevait à 11,28 m à Trèves. Cela est équivalent à un débit de 3900 m3 à la seconde.
Pousseurs et bateaux particuliers de toutes nations naviguant sur toute rivière et tout canot d'Europe. La navigation sur la Moselle atteint maintenant une capacité annuelle de 15 millions de tonnes. La navigation est un mode de transport qui respecte la nature. Elle devrait être plus reconnue et plus utilisée. La Sarre prend son origine à Abrechwiller dans les Vosges. Elle a deux sources, la Sarre rouge et la Sarre blanche. À ce jour, nous sommes à l'embouchure de la Sarre à Konz. Pousseur-Toul entre ici en Sarre. Depuis 1987, les bateaux d'aménagement de Konz à Dillingen sont terminés. À ce jour, la Sarre a une capacité annuelle de transport de 5 millions de tonnes. Les travaux d'aménagement de la Sarre pour les bateaux à grand gabarit de Dillingen à Saarbrück seront probablement terminés vers 1999. Dans les documentations, de petites erreurs sont possibles. Le bateau d'avitaillement en gasoil Günther est en service sur la Moselle depuis 30 ans et stationné à Trèves. Il a une capacité de 50 000 litres de gasoil. Ici, un bateau est avitaillé en gasoil. Je souhaite pour toujours bon voyage à la batellerie. À ce jour, nous sommes à Pony, petit village situé près de Vitry-le-François. C'est ici que nous avons chargé pour la dernière fois 250 tonnes de pellets de luzerne pour Würzburg. Pont-Lévis de la ville de Bar-le-Duc. Ici, nous sommes sur le pont-canal enjambant la petite rivière Ornain, dans le canal de la Marne au Rhin. Nous voyons ici une écluse automatique, donc l'éclusage se fait par système radar. En poussant une barre bleue, la manœuvre s'active. Les portes de l'écluse se ferment et s'ouvrent automatiquement. Dans le canal de la Marne au Rhin, 100 écluses sont équipées ainsi et 55 écluses seulement fonctionnent à la main. Le pont pris dans les anciens murs de fortification de la ville de Toul. Pont du chemin de fer sur la Moselle, supérieur à Liverdun. Ici, nous voyons le pont-levis de Nancy. Les bateaux berrichons étaient de type analogue au Molusson.
Dans un petit berrichon ancré au port de Nancy se tient une exposition de céramique. L'usine Solvay à Dombasle. On canal La Forge, enjambant la Sarre qui est ici encore très étroite. Ici on se trouve à 227 mètres au-dessus de la mer. Ici nous voyons le reste des rails de l'ancienne traction de l'Est. C'est ici, au souterrain d'Artuiller, que le passage des bateaux a été tractionné par des machines électriques. Dans un convoi, il y avait 10 bateaux. À ce jour, le passage du souterrain est autorisé avec le moteur diesel. Les aspirateurs ventilateurs garantissent l'air frais dans le souterrain. Le plan incliné d'Artwiller, élévateur oblique ou biais de bateau. L'installation unique en Europe lors de sa mise en service le 1er janvier 1969 remplace 17 écluses normales. Ici on vous montre la séparation de la porte amont et la porte du bac. De cette façon, le bac est séparé du lit du canal et peut ainsi descendre librement vers le bas. Le bac dans lequel entre le bateau glisse sur des rails, de grands blocs de béton font contrepoids. L'installation pèse 900 tonnes. La différence de niveau est de 44,50 m. Des touristes du monde entier visitent journellement ces intéressants prototypes d'élévateurs. La ville russe de Krasnoïarsk est située au sud de la Sibérie. Elle compte 924 000 habitants. Ici se trouve le plus grand plan incliné du monde. Dans un bac, il peut prendre un bateau avec un tonnage de 2000 tonnes. Et le bac a alors un poids total de 8000 tonnes, qui l'achemine vers amont ou aval sans procédé de contrepoids. La différence de niveau est de 100 mètres. Cette installation technique très intéressante a été mise en service en 1962. Après la mise à la ferraille de centaines de bateaux en France, Belgique et Allemagne, la construction des bateaux à grand gabarit est encouragée. L'élévateur pour grands bateaux se trouve à Strepy près de la Louvière en Belgique, actuellement en construction. Plus de 250 maisons ont dû céder la place pour réaliser cette construction gigantesque. Les premiers travaux ont débuté le 2 février 1982. Des unités jusqu'à 1350 tonnes auraient dû y passer en 1988. Le niveau entre amont et aval est de 73 mètres. Les travaux d'aménagement seront probablement terminés vers l'année 1999. La construction nouvelle sera la plus grande du monde et remplace 4 élévateurs anciens de 16 à 17 mètres. Ces élévateurs hydrauliques ont été construits de 1882 à 1917. Le passage de l'île à Strasbourg par le MS Valhall, longeant la maison européenne. À l'arrière-plan, on voit la cathédrale de Strasbourg.
Ici nous sommes sur le Rhin supérieur. Nous voyons ici la cathédrale de Spire. La plus grande cloche du monde se trouve dans la cathédrale de Cologne. Elle pèse 24 tonnes. Ville de Francfort. Le château d'Aschaffenbourg. Les écluses sur le Main ont une longueur de 300 mètres. Après 80 ans de navigation fluviale, le dernier déchargement à Würzburg. Le bateau d'avitaillement BP est un ancien toueur sur chaîne noyée. Dans les années 50 seulement, les chaînes furent retirées du Main. À ce jour, nous sommes sur le Rhin entre Mayence et Coblence. Le château Stolzenfels. Voici l'embouchure de la Moselle à Coblence. Rencontre sur la Moselle avec MS Annie qui effectue également son dernier voyage. Beilstein avec ses 162 habitants, la plus petite cité allemande, connue aussi sous le nom de la Belle au bois dormant de la Moselle. La ville de Bernkastel dans la nuit. Dernière rencontre avec le pousseur Besançon. La compagnie française de navigation Rhénan est propriétaire de 18 pousseurs, 68 barges et 9 barges citernes. Leur transport annuel est de 11 millions de tonnes de marchandises. Arrivé à Konz, l'ancre est mouillée pour la dernière fois après 80 années de navigation fluviale durant 3 générations. Les travaux de déchirage s'effectuent sous la surveillance des ponts et chaussées de Trèves. De nombreux mariniers artisans en Sarre et de la Moselle, comme en France, en Belgique ou Pays-Bas, n'ont pas pu échapper à ce destin.